Salut et bienvenue sur Anakaland pour la 100e vidéo de la chaîne. Et le hasard fait bien les choses car je suis très heureux que cette vidéo toute particulière soit consacrée à Doctor Who, une série que j'affectionne particulièrement et que je suis avec assiduité depuis que je suis tombé dedans en 2009, justement lors d'un passage par Londres. Dans cette vidéo, je vais donc revenir sur les 3 épisodes anniversaires des 60 ans de la série. 3 épisodes qui signent le retour de David Tennant dans le rôle du Docteur, ainsi que Catherine Tate alias Donna Noble, mais également de Russell T Davies, le showrunner de la série depuis le reboot de 2005, ainsi que le compositeur de l'époque qui revient également. Bref, un retour en grande pompe pour cette équipe qui a fait les plus grandes heures de la série. Le seul absent, et c'est dommage, est Steven Moffat qui avait pris la suite de Davies en solo après son départ en 2009. Un comeback sur lequel j'ai donc pas mal de choses à dire en tant que fan de longue date, tant en bien qu'en moins bien, vous verrez. De plus, ces 3 épisodes servent également de conclusion à la série démarrée en 2005 et à présenter le nouveau reboot, qui n'en est pas vraiment un, j'y reviendrai en temps voulu, et présenter le 15e Docteur, incarné par Ncuti Gatwa, déjà aussi flamboyant que dans Sex Education. Alors c'est parti pour une plongée dans ce 60e anniversaire très attendu de Doctor Who. Pensez bien sûr à vous abonner et à partager la vidéo, ça serait vraiment très sympa. Je commence évidemment avec The Star Beast, premier de ces 3 épisodes. Tout commence par un rapide récap qui dépoussière également l'enjeu de la méta-crisis de Donna avec le Docteur. Si elle se souvient de lui, elle meurt. Et dans lequel on se rappelle que Donna avait dit qu'elle voyagerait avec lui pour toujours. Si seulement. Donc, comme ça, tout le monde est au courant sans avoir à rattraper 13 saisons. Un moyen, pas sûr qu'il soit bon, de récolter aussi une nouvelle audience avant le lancement de la nouvelle série. Donc, le Docteur, fraîchement régénéré, débarque à Londres. On remarquera que pour la première fois, ses vêtements se sont régénérés avec lui. Son TARDIS atterrit dans le quartier de Camden, un endroit que j'adore et où je vais à chacune de mes visites de la capitale anglaise. Et en plus, il arrive devant le légendaire magasin Cyberdog, pour lequel j'avais craqué déjà à ma première visite en 2009. Ça date. Bref, outre la nostalgie, le Docteur débarque donc à Camden et tombe sur Donna, qui bien sûr ne se souvient pas de lui. Ainsi, l'univers, en plus de lui redonner son ancien visage, le remet sur la route de Donna, sa meilleure amie, ainsi que son ultime regret. Il fait rapidement la rencontre de sa fille, Rose, tiens donc, et un vaisseau spatial s'écrase non loin de là. C'est évidemment super de voir que Donna n'a pas changé, elle rate toujours ce qui se passe d'exceptionnel, et elle appelle aussi le Docteur Skinnyman, comme à l'époque, ça fait plaisir, fanservice à donf. On découvre aussi qu'elle n'est pas aussi riche qu'elle devrait l'être, car elle a donné ses 166 millions de livres à des œuvres de charité. Ici, on retrouve bien la Donna qui ne se sentait jamais digne de rien, et surtout pas du bonheur. Même quand le Docteur lui disait qu'elle était brillante, elle ne le croyait pas. Et là, en plus, il lui manque la meilleure partie de ses souvenirs. Elle souffre donc d'un vide, qu'elle tente de remplir en agissant comme le Docteur l'aurait fait, et ce de façon inconsciente vu qu'elle ne se rappelle de rien. Un élément très sympa pour marquer encore plus leur lien, le fait qu'ils se complètent si bien. Même si j'aurais peut-être aussi aimé qu'elle soit restée la même personne tout en étant devenue blindée, ce qui aurait peut-être été une plus jolie morale que ça. Mais Donna est donc finalement toujours aussi malchanceuse dans sa carrière. Mais elle a une famille qui l'aime, et ça ne changera jamais. Car ce qui la rendait unique aux yeux du Docteur et de l'univers, c'est son empathie, chose dont a hérité sa fille également. Ces 3 épisodes seront donc l'occasion de revoir la famille de Donna, avec la mère castratrice mais finalement sympa, le mari et la fille dont je reparlerai juste après tant qu'il y a de choses à dire sur elle, puis on retrouvera même Wilfrid, ce bon vieux Wilfrid. On a d'ailleurs un moment très drôle et touchant à la fois quand le Doc le croit mort. Ça rappelle vraiment l'ambiance de la série à l'époque. De plus, ce Docteur est à la fois tout neuf et ancien. Il a retrouvé son ancienne tête, mais il n'est pas totalement le même. Il n'est plus en colère, mais plutôt sentimental, et surtout moins secret. Il a même un tout nouveau tournevis sonique, qui devient peut-être un peu trop puissant ici. Il est capable de faire apparaître des écrans holographiques, ce qui est pratique pour le GPS ou les analyses, mais un peu trop cheaté quand ils servent de bouclier. Ça enlève donc un peu le côté cheap ou rustique de l'objet, dont les capacités étaient plutôt abstraites dans les versions précédentes. Mais c'est certainement juste une fonction pour ces épisodes, pas un truc qui va rester avec le prochain Docteur. A ce sujet, on remarquera également une sacrée amélioration du côté des effets spéciaux. Déjà, le nouveau générique est très joli, puis le Sonic et bien d'autres encore. Pour ça, on peut dire merci, ou pas, à Disney. Heureusement, ils ont gardé le côté papier-mâché des aliens qui ressemblent à de grosses mouches. Et le MIP, quant à lui, est très mignon. On voit aussi le budget dans le nouveau studio, avec le TARDIS modèle XXL qui promet de belles choses pour l'avenir. Enfin, j'espère. Donc, budget de ouf, mais comme précédemment, on sent quand même que plus le budget augmente, moins l'écriture est de qualité. Et qui dit Disney, c'est bien ça, on se fait marteler à coups de wok. Par exemple, l'équipe de UNIT qui est présente pour chasser les aliens est dirigée par une scientifique en fauteuil. Pourquoi pas après tout, elle est même suréquipée en gadgets et en armement. Mais étonnamment pour cette série, ça fait un peu trop forcé, surtout dans le texte. Le coup des escaliers par exemple, avec le soldat qui s'excuse et elle qui répond « Je ne suis pas votre problème ». Car je ne suis pas un problème. Et c'est pareil avec le soldat qui porte un turban plutôt qu'un casque. Car c'est bien connu, l'inclusivité protège mieux qu'une armure.
Et ils ont poussé le concept jusqu'au bout puisque même le MIP vient d'une planète Wok. Chez lui, pas de pronom, seulement le MIP. Sauf que le problème c'est que la série a toujours été Wok, si on peut dire, dans le bon sens du terme disons. Elle a toujours coché ses cases alors même que ces cases n'existaient pas encore. La série, bien avant les autres, avait toujours été très avant-gardiste sur de nombreux sujets, mais c'était amené naturellement, sans en faire des caisses. Comme par exemple les conversations sur la couleur avec Martha, ou même la docteure fugitive, ou même les nombreuses personnes bleues rencontrées par exemple. Et encore plus pour les LGBT, un de mes épisodes préférés par exemple, Midnight ou un truc comme ça, avec le huis clos dans un bus pour touristes qui tourne au cauchemar, on a un personnage féminin qui dit qu'elle était mariée à une femme qui l'a quittée. Et puis ok, on passe à autre chose. Pas besoin de relever ou d'insister, c'est un fait acquis que dans le futur, il n'y aura plus aucun souci avec ça. Mais ici, et déjà sous l'ère de Jodie Whittaker, tout est trop lourdement amené et abordé, avec insistance et presque une morale à la fin de chaque épisode, au cas où on n'aurait pas tous compris. Parce que vous êtes trop cons. C'est possible, mais c'est pas très sympa. Et le final de l'épisode, avec Rose, c'est pas mieux. Si. Enfin moi. Certes, ils ont réussi à trouver un raccourci scénaristique pour régler le problème de Donna, elle a transmis une partie de l'essence du docteur à sa fille. C'est très facile, mais ça colle au ridicule de certaines explications de la série, et c'est aussi ce qui fait son charme. Sauf qu'ils sont peut-être allés un peu trop loin avec le délire de binaire-non-binaire. On sait évidemment que le docteur est non-binaire de par sa nature de seigneur du temps, avec ses régénérations et tout. Mais là, ils sont tout de même allés trop loin. Car déjà, à l'époque, dans l'épisode La fin des temps, le bug de Donna sur le mot binaire n'avait rien de très significatif. Effectuant une soudure au fragment fissuré à la place du système binaire. Mais certes, ça marche encore 15 ans après, donc pourquoi pas. Sauf que Rose n'est pas non-binaire, mais trans. Depuis le début, sa mère, son père et même sa grand-mère, qui n'est pas très à l'aise avec ça, l'appellent tous elle et non pas Yel. Donc c'est bien une jeune femme trans et pas non-binaire. Ou alors c'est que j'ai raté un épisode. Et son nom est aussi le résultat de son héritage de seigneur du temps, un vieux souvenir du docteur, de la femme qu'il aimait tant à l'époque et à qui il a dû renoncer. Et le pire est peut-être la résolution, parce que c'est des femmes, elles savent lâcher prise. C'est peut-être un peu limite je trouve, presque misandre, attention Disney. Bref, Doctor Who est finalement aussi tombé dans l'Ultra Wok, mal exécuté grâce aux géants américains. Super. Il gâche vraiment tout. Surtout que s'il y avait une série qui n'en avait pas besoin, c'était bien elle. Mais bon, c'était peut-être encore trop subtil. Parce que vous êtes trop cons. Enfin, Donna et le docteur nous offrent un final plein d'hommages alors qu'ils arrêtent le mythe. On retrouve une symétrie avec le final du 10e docteur alors que Wilfrid était enfermé dans une cage en verre lui aussi. Et on se régale aussi pendant une petite minute de la vibe de la fin des temps avec Donna qui redevient le docteur Donna en roue libre. Donna Noble fait parler la foudre. Toutefois, j'ai beau essayer, je ne ressens pas du tout autant d'émotions que dans les épisodes de l'époque, alors que je les ai vus et revus 100 fois et qu'ils me font toujours verser ma petite larme. Mais là, c'est pas du tout aussi bien écrit. Et il en va de même pour les 2 autres épisodes dont on va parler tout de suite. Donc au final, un épisode sympa, au scénario assez simpliste mais plutôt fun et digne de la série. Et surtout, on s'attendait tous à une montée en puissance avec les autres épisodes. Mais non. Et la pire des déceptions est le second épisode, White Blue Yonder, un épisode tellement osef que c'en est triste. Pour un anniversaire, c'est vraiment décevant. Comparé à ce que le précédent nous avait offert, 3 docteurs, le retour de Billie Piper et la vérité sur Gallifrey. Mais là, on a un épisode qui ne sert pas à grand chose, juste à teaser 2 éléments qui serviront peut-être pour la suite. Le premier, c'est bien sûr le coup du sel, qui sert d'excuse un peu foireuse à l'épisode suivant, mais le plus intriguant, c'est surtout la rencontre avec Isaac Newton, qui est métis lui aussi, tiens donc, en 1666 quand la fameuse pomme lui tombe sur la tête, et le changement du mot gravité en mavité à cause du docteur et Donna. Un épisode donc très centré sur le couple docteur-Donna, qui se comporte à nouveau comme de vieux mariés. Avec un peu de sérieux, mais surtout beaucoup de blagues potaches à peine dignes de la série, comme le coup du café renversé qui déglingue le TARDIS. Bizarre car elle en avait déjà vu d'autres bien pires. J'ai bien aimé par contre le petit film que se fait le docteur sur le lieu où part le TARDIS pendant les crises, avec tout un peuple et une civilisation qui s'articulerait autour, tel un monument sacré. Ça pour le coup c'est digne du meilleur des docteurs. Cet épisode confirme aussi que le flux a bien détruit la moitié de l'univers. Pour une fois, le docteur n'a pas su tout rebooter. Et il confirme aussi avec la fausse Donna qu'il est l'enfant intemporel. Il ne vient pas de Gallifrey, ce qui contredit un peu la chronologie du docteur que l'on connaissait. Il était par exemple une petite fille étant enfant quand il jouait avec le maître, ou même la légende de l'hybride que craignaient les Time Lords du temps de Peter Capaldi, ce qui contredit son origine d'enfant intemporel. Mais ils vont bien trouver une pirouette pour l'expliquer plus tard, j'en suis sûr. Et ça permettra de développer une nouvelle mythologie autour du docteur, vu que les seigneurs du temps n'ont plus aucun secret, et qu'ils sont bel et bien morts pour la 10e fois. Capaldi les avait retrouvés, mais le maître en a remis une couche définitivement. Donc on passe à l'origine story antérieure.
Et autre incohérence dans cet épisode, le docteur dit qu'il n'a jamais été aussi loin que le confin de l'univers où ils sont, alors qu'il en est sorti plusieurs fois de son univers, notamment au moment du flux, ou même dans la dimension de Rose et l'autre autre docteur. Enfin, cet épisode aurait dû montrer un lien indéfectible et pur entre les deux amis. Mais il se trompe de Donna au moment de partir, ce qui rajoute de l'enjeu pour le spectateur, mais casse un peu cette symbiose qu'ils partagent. Et surtout, ils ne font rien, ne servent à rien dans cet épisode. Ce n'est pas eux qui trouvent la solution, ils avaient juste à attendre que le robot fasse exploser le vaisseau. Mais au contraire, ils ont failli leur donner la solution et tout gâcher. C'est assez rare, mais ça arrive dans la série. C'est la venue du docteur qui provoque le problème. Ils n'avaient pas besoin de venir, tout se serait passé exactement comme ça, sans leur présence. Donc un épisode de remplissage qui n'apporte rien de bien utile au récit ou à la mythologie, mais qui valide surtout les nouvelles bases de l'univers. Et pas non plus épique comme on aurait été en droit de l'attendre. La série savait très bien jongler entre sérieux, tension, émotion et des moments épiques autrefois, soit en acte, en mise en scène ou juste en dialogue, mais plus du tout aujourd'hui. C'est justement le plus gros problème depuis quelques temps dans Doctor Who. Et soyons honnêtes, c'est précisément après le départ de Steven Moffat que tout est parti à volo. Enfin, ils réussissent à rentrer et tombent sur Wilfried qui attendait là. Ça fait plaisir, encore un peu de bon fanservice. Et on apprend très vite que la suite se déroulera sur Terre car le monde est en vrac. Et donc, pour finir, le troisième et dernier épisode de cet anniversaire, le fabricant de jouets. Étonnamment, il n'y a aucun lien avec l'histoire de la Mavité-Gravité, ce qui aurait pourtant été à la fois simple et efficace pour expliquer que plus rien ne va. Mais non, ce qui est étrange même pour cette série. Ils doivent probablement garder ça pour plus tard. Mais il y a un lien avec le coup du sel dans l'épisode précédent aux confins de l'univers. Le docteur a bluffé, il a joué, et ce sera donc la raison de la libération du nouvel antagoniste. Nouveau, pas vraiment, mais le retour d'un très vieil ennemi apparu une seule fois dans la toute première série. Le Toymaker, ou fabricant de jouets, un être immortel, primordial, qui obéit à différentes lois. Là où le docteur maîtrise les lois du temps et de l'univers, le Toymaker s'en détache, il joue avec. Donc un être surpuissant, incarné par le brillant Neil Patrick Harris, toujours aussi bon. Il est excellent dans ce rôle complètement dingue et excentrique. Entre ses accents à couper au couteau et son petit numéro musical avec les Spice Girls, je me suis régalé. Chose très importante aussi, qui fait le sel de la série depuis ses débuts, c'est bien sûr de visiter des moments historiques capitaux. Ici, on découvre l'invention de la télévision en 1925. Je ne pensais pas que c'était si vieux, comme quoi on apprend aussi des choses avec cette série. Et en 1925, le docteur et Donna découvrent donc le pourquoi du comment. Le Toymaker a piraté la première image sur le tout premier écran pour rentrer dans la tête de l'humanité. Déjà je trouve ça un peu bancal. Et surtout c'est très proche de ce que le docteur, Amy, Rory et River avaient fait pour le Silence avec Apollo 13. Un peu facile, mais bref, c'est pas grave, on a compris, même Russell T Davies n'est plus aussi bon qu'avant. Soit à cause de la production qui devait être sur son dos à le surveiller, soit car il n'a plus son numéro 2 de l'époque, Steven Moffat. Quelle explication est la bonne, je n'en sais rien, seul l'avenir nous le dira. Donc en 1925, on a une séquence assez sympa avec la maison de fous. Et le théâtre de marionnettes qui résume le passé du doc et ses acolytes est plutôt cool lui aussi. Il remet un peu les pendules à l'heure, même si le marionnettiste déforme un peu les faits pour faire sortir le docteur de ses gonds. Mais vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a même pas de référence aux compagnons de Jodie Whittaker, tellement ils étaient oubliables. Le fabricant de jouets a donc manipulé l'humanité à travers les écrans pour que tout le monde croit qu'ils ont raison. Et si tout le monde a raison, plus personne n'a raison. Ce qui est plutôt drôle car au final c'est juste un équivalent aux réseaux sociaux. Un épisode qui critique donc une société connectée et une humanité collée à ses écrans. Et ça fait du bien de revoir aussi un peu de sous-texte dans cette série. On a même un politicien qui dit ce qu'il pense, probablement le premier de l'histoire, et évidemment, il s'en fout du peuple. Quel choc! Mais le docteur semble toujours être ou se considérer comme le président de la Terre, rôle qu'avait accepté le docteur de Capaldi, mais pas du tout le genre de celui de Tennant. Mais bon, il a changé lui aussi, donc pourquoi pas, ça va bien avec ce 14e docteur, plus vieux et plus sage. Et donc, il prend les choses en main chez Unit, qui d'ailleurs est devenu officiel avec un immeuble à la Tony Stark. Et Donna négocie même un nouveau taf chez eux. Donc on ne verra peut-être plus Unit pendant un moment dans Doctor Who, vu tous les liens avec les anciens compagnons. Comme la réunion style alcoolique anonyme à la fin de l'ère Jodie Whittaker. Mais un spin-off autour de Kate Stewart semble toujours plus probable. Ce ne serait pas forcément mon idée de spin-off préférée, mais pourquoi pas. Et donc le méchant de cet épisode, sur qui reposent la plupart des twists de cet anniversaire, semble inarrêtable tellement il est puissant. Mais ils le finissent en jouant à la baballe. Ça colle évidemment encore au ridicule de la série, mais ça fait peut-être un peu beaucoup en 3 épisodes. Surtout que maintenant, ils ont les moyens de faire mieux qu'avant sur le plan visuel. Ça manque aussi des envolées lyriques et épiques qu'on aime dans Doctor Who. Au final, l'épisode le plus épique aura été le premier avec le MIB, ce qui reste donc très décevant pour un événement qu'on attendait depuis longtemps.
Et tout comme la régénération était un pétard mouillé, rien ne se passe quand ça doit se passer, cet épisode est un peu pareil, on reste sur notre faim avec cette conclusion. En tout cas, moi c'est mon cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je passe enfin à ce qu'il y a à la fois de plus hypant et de plus problématique dans ce 60e anniversaire. Le 15e Docteur, incarné par Ncuti Gatwa, qui éclipse totalement David Tennant. Je ne sais pas si c'était voulu, mais il passe vraiment au second plan dès que le nouveau Docteur apparaît. Donc, deux Docteurs, grâce à la bigénération, ou mitose, qui aurait dû rester un mythe des Seigneurs du Temps, mais la présence du Toymaker et de son influence sur la réalité a un effet inédit, y compris sur le TARDIS qui devient pour le coup accessible en fauteuil, car c'est important de le souligner. Ouais. Donc les 14e et 15e Docteurs coexistent en même temps. Et pourtant, ce nouveau Docteur semble ne plus souffrir de la lassitude qui frappe le Docteur depuis peu. Et comme il dit, on ne fait pas notre thérapie de façon linéaire. Ce qui signifie donc que le 14e va se soigner et aller mieux, et du coup le 15e va déjà mieux, même si la guérison n'a pas encore eu lieu. Un petit twist à propos du temps non linéaire pour le Docteur, ce qui est intéressant pour l'avenir et la nouvelle série. En effet, ce 15e Docteur flamboyant sera pour le coup vraiment non binaire, ou au moins queer, ça c'est sûr, au vu des premières images du trailer de l'épisode spécial Noël. Et puis, il faut pas oublier qu'il est apparu en slip, donc il doit être plutôt à l'aise avec lui-même. De plus, comme je le disais, il représente la guérison, le fait de passer à autre chose pour le Docteur, à la fois symboliquement et concrètement avec l'arrivée d'un nouveau reboot. Il prend par exemple sa version plus jeune dans ses bras, symbole d'amour-propre, d'estime de soi et de pardon pour tout ce qu'il s'est produit depuis le début de la guerre du temps, le début de la deuxième série. Toutefois, ces deux Docteurs, et encore pire ces deux TARDIS, me posent un problème. Comment l'univers va pouvoir gérer deux Docteurs et deux TARDIS? Ça promet un sacré bordel, et beaucoup d'incohérences surtout. On verra ce qu'ils en feront, si David Tennant revient ou pas, mais dans tous les cas, il est là, sur Terre, et bien plus. Donc il risque soit de se croiser, soit simplement d'être un peu trop à supporter pour cet univers déjà fragile après le flux. Et donc, pour ce qui est du futur, Ncuti Gatwa ne sera pas le nouveau Docteur dans la suite de Doctor Who, ni dans un reboot ou un soft reboot, mais bel et bien dans un spin-off. Et la saison 14, s'il devait y en avoir une, serait la vie du Docteur à Chiswick avec Donna et sa famille. On aurait donc l'histoire du tonton Docteur et Rose d'un côté, et le 15e Docteur de l'autre dans un spin-off. Mais non, il n'y aura pas de 14e saison, car c'est bel et bien la fin des aventures de ce Docteur qui prend sa retraite sur Terre, ou pour le moment en tout cas, jusqu'à une future baisse d'audience et qu'il faille rebooster la nouvelle série. Mais le showrunner semble avoir confirmé que le personnage de Rose serait bien de retour, donc de là à imaginer un dénouement à ce micmac, il n'y a qu'un pas. Peut-être pour un futur épisode spécial Noël ou dans encore 10 ans pour les 70 ans. Mais seulement si la série existe encore après 10 ans entre les mains de Disney, ce qui n'est clairement pas gagné. Enfin, ces épisodes ont beaucoup semé de pistes sur un futur grand antagoniste, le boss auquel le MIB fait référence. Ça ne peut pas être une référence au maître vu qu'il connaît l'existence des Time Lords, évidemment. Même si son retour à lui aussi est clairement annoncé avec la dent en or du Toymaker dans laquelle il est scellé et qui reste après son bannissement. De plus, avant de finir plié, le Toymaker dit que les choses sont en marche. Mais quelle chose, travaille-t-il lui aussi avec ce boss? Donc beaucoup de pistes, mais sans vraiment d'indices pour se faire une idée précise de qui cela pourrait être. Et pareil pour le coup de la Mavité, on ne sait pas encore à quoi ça va mener. Peut-être que le 15e Docteur va retourner voir Isaac Newton, allez savoir. Voilà pour cette petite analyse rapide de ces 3 épisodes, qui s'avèrent finalement pas si fou que prévu. On a donc eu 3 épisodes très différents, mais qui n'embrassent jamais vraiment l'épique ni l'émotion que pouvait véhiculer la série à sa grande époque. Autrefois, la série était capable de nous faire pleurer, rire et réfléchir dans un seul et même épisode. Et là, avec 3 heures de programme, ils n'ont pas réussi à en faire autant. Mais malgré tout, un bon moment de divertissement passé devant ces 3 épisodes. Et maintenant, vraiment hâte de voir l'épisode de Noël, qui sera une sorte de pilote à la nouvelle série. Qui pour le coup, je pense, et j'espère, retournera un peu aux sources au vu de la direction prise avec la fin de cet anniversaire. Je n'ai pas forcément tout détaillé ici, car certains éléments d'analyse feront l'objet de vidéos à part entière. Il y a tant à dire sur cette série maintenant qu'elle est finie. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos sur le sujet et bien d'autres pour l'année 2024. Un grand merci d'être resté jusqu'ici, pensez à lâcher votre plus beau pouce bleu Tardis et à partager la vidéo à tout l'univers pour l'aider à percer. Sur ce, je vous laisse, et à très vite sur Anakaland. Bye.